Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Antonia Blagnier qui travaille en anesthésie-réanimation à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et assure la responsabilité adjointe du centre de simulation Lab4Sim de la faculté Paris-Saclay pour nous parler de transmission médicale. Antonia, bonjour et merci d'avoir accepté notre proposition. Tout d'abord, pourquoi réussir une transmission médicale ? Merci beaucoup en tout cas pour cette invitation. Donc pourquoi réussir une transmission médicale ? Déjà, resituons un peu les choses. La transmission médicale, c'est une communication d'informations médicales qui va être réalisée par différents professionnels, que ce soit médecin-médecin, infirmier-infirmier, médecin-infirmier, à différents moments, soit en anesthésie, en paire opératoire, ou en salle de réveil quand on amène un patient, ou aussi en réanimation quand on doit emmener un patient, ou les transmissions médicales du matin, ou de la transmission de garde. Donc on se rend compte que c'est des temps qui sont vraiment quotidiens dans notre pratique et il est important justement de bien les réaliser. C'est aussi des temps qui peuvent se faire soit dans des contextes d'urgence, soit dans des contextes plus calmes, de routine. Voilà. Donc pourquoi c'est important de bien réaliser une transmission médicale ? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est parce que c'est une situation qui va être potentiellement à risque. Si on prend l'exemple des transmissions en soins d'anesthésie, donc en paire opératoire, l'équipe canadienne avait fait une revue de la littérature en 2020 et retrouvait qu'il y avait à peu près 7 études qui avaient quand même retrouvé un effet négatif sur la morbimortalité des patients et une étude plutôt pour le coup bénéfique sur la détection des erreurs et les corrections. En sachant dans cette revue, il ne pouvait pas y avoir de méta-analyse parce que c'était des études qui étaient très hétérogènes et aussi l'élément à prendre en compte, c'est qu'il n'y avait pas une description réelle de la transmission, c'était souvent plutôt des codages informatiques sur il y a un relais qui se fait à ce moment-là en paire opératoire. En tout cas, l'intérêt que j'y vois, c'est que ça nous montre que c'est une situation qui peut être soit à risque, soit bénéfique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de bien la réaliser. Un autre élément, comme je vous avais dit, c'est que c'est une communication. Et comme on sait, pour bien communiquer, c'est important, notamment pour améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Les différentes études qu'il y avait eu d'analyse d'événements indésirables graves retrouvent souvent ces problèmes de communication entre professionnels comme élément favorisant l'événement indésirable grave. Et en paire opératoire, l'étude déjà maintenant ancienne de Mazoko avait retrouvé que plus le comportement et la communication d'équipe étaient mauvaises, plus il y avait un risque de complications post-opératoires et de décès pour les patients. Donc pour toutes ces raisons, il est important d'essayer de trouver une solution pour bien transmettre et réussir la transmission. Et alors, donc, comment peut-on faire pour bien réaliser cette transmission médicale ? Alors, il y a différents points qu'on peut discuter et qu'on peut mettre en avant. Tous sont finalement assez complémentaires. Tout d'abord, tout bêtement, se préparer en amont. C'est comme tout, on nous dit bien, il faut réfléchir avant de parler. C'est un peu la même chose pour la transmission médicale. Il faut parfois y avoir réfléchi, pas forcément longtemps, mais avoir un minimum de préparation en amont avant de réaliser une transmission médicale, au moins pour organiser ses idées. Un autre élément, on vous dit souvent, il faut avoir une communication sécurisée et standardisée. Ça, c'est un terme un peu générique, je vais vous le développer après. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on avait recommandé dans les RPP, facteurs humains en situation critique. Par exemple, dans les situations de crise, il est important que les équipes utilisent une communication sécurisée, standardisée, pour améliorer à la fois la morbimortalité et aussi limiter l'incidence des événements indésirables. Donc, quand on parle de communication sécurisée et standardisée, on peut proposer plusieurs points utiles. Notamment, le premier, c'est utiliser un outil de transmission, que ce soit un peu un moyen mémotechnique ou une checklist, peu importe, c'est un peu comme les aides cognitives qu'on a développées au sein de la SFAR. Mais l'idée, c'est vraiment de ne rien oublier et d'uniformiser les procédés de communication.
il en existe plusieurs dans la littérature. Celui qui est le plus connu, qui n'est pas du tout dans le contexte forcément de l'anesthésie-réanimation, c'est le SBAR, je pense que vous connaissez. En français, ça a été traduit par la HS déjà depuis 2014, c'est le SAED. C'est le moyen mnémotechnique SAED, mais en gros, il faut penser ça aide à communiquer. Voilà. Le S pour la situation, le A pour antécédents, mais c'est pas que les antécédents, c'est surtout un peu l'histoire qui vient de se passer, la situation habituelle, la situation, comment elle a évolué. Et après, il y a le E, ça va être l'évaluation de l'état actuel, ce que vous pensez qui est en train de se passer, ce qui a été fait, ces différents aspects. Et puis le D du SAED, ça va être de formuler votre demande. Je souhaiterais que vous preniez en charge ce patient en réanimation ou j'ai besoin que vous m'aidiez à faire telle et telle chose. Et puis après, c'est pas dans l'acronyme, mais il y a le côté réponse de l'interlocuteur qui est importante. Et dans le SBAR, ils ont même rajouté un petit I pour le ISBAR, qui fait qu'il faut bien penser tout au départ à s'identifier pour savoir à qui on parle et pour améliorer la transmission. Il existe en fait d'autres outils de transmission en anesthésie-réanimation. Donc le ISBAR qui n'est pas spécifique mais qui peut être utilisé. Après, il y a aussi celui qui est beaucoup utilisé, c'est le IPASS. Donc je vous indiquerai si vous voulez avoir d'autres informations dessus. Et puis d'autres outils de transmission moins utilisés mais qui existent, comme le patch checklist, Post-Anesthesia Team Hanover, qui a été publié par une équipe française, et aussi I Put Patients First, à chaque fois c'est un acronyme, qui permet un peu de guider sa transmission à la fois en anesthésie et en réanimation. Donc après, pour l'instant, il n'y a pas du tout, on ne peut pas vous dire c'est tel outil qu'il faut utiliser plus qu'un autre. Entre guillemets, peu importe, tout dépend de vous, celui que vous préférez utiliser, aussi celui peut-être dans lequel le service a mis tout un projet de formation, etc. Ça, c'est des choix qui se font à la fois de manière individuelle et en équipe. En tout cas, c'est important de connaître ces outils pour pouvoir les utiliser et justement structurer sa communication. Un autre élément qui va au-delà de la structuration, ça va être aussi d'avoir un langage qui soit clair, concis, précis. C'est-à-dire pas utiliser des abréviations pour tout et pour rien qui peuvent être incomprises par certaines personnes, pas parler pendant, trop longtemps sans avoir les idées claires. Voilà, c'est des éléments qui sont importants et qui vont avec le dernier point qui est aussi très important, c'est que finalement, il faut qu'il y ait les informations essentielles qui soient vraiment mises en avant et clairement énoncées, qui permettent vraiment de prioriser les informations qui vont avoir finalement un impact réel sur la prise en charge immédiate du patient. Et ça, c'est quelque chose aussi qui s'apprend pour ne pas noyer les informations. Y a-t-il d'autres points clés pour réussir cette transmission ? Donc là, je vous ai plutôt parlé des éléments de transmission qui viennent finalement de l'émetteur, de la personne qui va transmettre. Mais en fait, comme toute communication, il y a deux personnes, il y a l'émetteur et le récepteur. Et donc, il faut quand même que la personne qui est en train d'écouter, qu'il y ait une bonne réception, une bonne écoute, une écoute dite active, c'est-à-dire se concentrer à ce qui est en train d'être dit. Et je pense qu'on a tous vécu, des fois on a des collègues qui nous transmettent des choses et ils ont beau à faire une très belle transmission optimale, on n'est pas présent, on n'écoute pas, et ça c'est important de se rendre compte que il faut être actif dans son écoute, soit prendre des notes, soit en tout cas bien penser à écouter. Notamment, un autre élément qui va d'ailleurs dans le SAED, ça va être cette partie de reformulation par le récepteur ou le receveur qui peut être aussi réalisée pour s'assurer qu'on a bien écouté et bien compris l'essentiel du message. D'autres éléments qui peuvent avoir un impact, c'est par exemple d'avoir aussi une communication qui est positive, à la fois en termes d'aspect de communication verbale que de communication non verbale, d'utiliser des termes positifs, d'avoir une attitude avenante.
Et j'aime beaucoup l'étude qu'avait fait l'équipe de Grenoble. Alors, c'est une preuve indirecte sur pas beaucoup de scénarios, mais c'était en simulation. Et ils avaient mis une équipe d'internes pour laquelle il y avait une transmission avec un médecin qui était plutôt en communication négative, négligé, agressif, stressé, pas sympa, avec un autre groupe qui, pour le coup, avec un médecin avenant, sympathique, bien habillé. Et après, les internes étaient laissés dans leur simulation et il y avait une complication qui arrivait. Et là, il y avait des observateurs extérieurs qui mesuraient finalement leur performance et on s'est rendu compte que les internes qui avaient été mis dans le groupe avec une transmission, avec une communication positive, ils performaient mieux que ceux qui avaient été dans une communication négative. Alors c'est un petit exemple qui a des limites bien sûr, mais ça montre l'importance aussi de ces différents aspects. Et enfin aussi, c'est pas propre à la transmission, mais éviter les interruptions de tâches. On a tout le temps, que ce soit dans l'environnement de réanimation, d'anesthésie, au bloc, en salle de réveil, l'interruption de tâches, c'est notre quotidien. Et qui dit interruption de tâches dit multitâche et dit source d'événements indésirables graves. Dans ce qui avait été publié par la HAS sur les 4 temps patients, par exemple pour le bloc, il y a le time-out de la checklist HAS qui a un temps à risque. Et en salle de réveil, c'est justement ce moment de transmission qui est à risque. Alors là, j'ai repris, pour vous donner quelques petites pistes, je peux vous donner, pour éviter ce type d'interruption de tâches. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas du tout les supprimer. Mais c'est soi-même, se questionner avant d'interrompre quand on voit qu'il y a une transmission qui est en train d'être faite. S'interroger aussi sur le bruit. Salle de réveil, c'est souvent très bruyant et parfois on peut diminuer le bruit en ne parlant pas de choses personnelles en plein dans la salle de réveil, des choses comme ça qui surajoutent du bruit. Décider de refuser, entre guillemets, une interruption de tâche. Et puis aussi des moyens de récupération, c'est-à-dire de sécuriser la reprise de la tâche initiale. Tout ça est très clair et la formation initiale et continue, dans tout ça, comment peut-elle nous aider ? Effectivement, pour mettre en place tout ça, il faut se former et ça part effectivement de la formation initiale, mais aussi ça se poursuit dans la formation continue. Alors se former, c'est comme pour toute mise en place, il va y avoir effectivement des parties un peu plus théoriques, comme par exemple des présentations en congrès, des cours pour les internes, et puis des choses un peu plus pratiques avec le visionnage de vidéos pour comprendre les tenants, les aboutissants, des sessions de simulation. Tous ces aspects-là vont faire qu'on peut s'entraîner et donc après transposer dans la vraie vie finalement une transmission médicale qui est considérée comme réussie. Après, je ne vous cache pas, c'est comme tout, même en s'entraînant, on a encore toujours des pistes d'amélioration, donc c'est vraiment une progression pédagogique continuelle. Une fois de plus, merci professeur Blanier pour ces explications. Vous retrouverez les références citées dans l'épisode sur les plateformes d'écoute. Merci pour votre écoute et pensez à vous abonner à Arpod. Merci beaucoup.